Bonsoir à tous. On va juste attendre que notre présidente, Françoise Thévenaz, puisse allumer sa caméra pour nous rejoindre également. Merci beaucoup, Françoise. On vous laisse la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce soir et surtout ravie que vous ayez été si nombreux à répondre présents à ce premier événement MSA en ligne, ouvert à tous les parents confrontés à une évolution de la structure familiale. Nous avons fait le choix de l'inscrire dans le cadre de la première édition de la Semaine de la parentalité en Savoie, pilotée par nos partenaires, la Cave de la Savoie et la Fédération des œuvres laïques de Savoie, qui ont largement relayé l'information sur le rendez-vous de ce soir, tout comme l'ont fait les caisses de MSA dans toute la France. Je les remercie sincèrement de leur soutien et vous remercie chaleureusement d'être avec nous ce soir. J'espère que ce rendez-vous vous apportera les éclairages que vous attendez en termes d'aide possible et de personnes ressources à solliciter pour un appui en cas de besoin. L'arrivée d'un enfant, une séparation, la perte d'un proche ou encore la recomposition d'une famille sont des moments qui font partie de la vie, mais lors desquels nous pouvons tous nous sentir déstabilisés ou perdus, et c'est normal. D'une part parce que c'est souvent la première fois que nous y sommes confrontés, et d'autre part parce que même si nous y avons été confrontés plusieurs fois, chaque situation ne ressemble jamais à une autre. Dans ces moments de changement de la structure familiale, les questions que l'on peut se poser sont autant de l'ordre du psychologique, de l'organisationnel, du matériel que de l'économique. C'est pourquoi nous avons souhaité réunir ce soir autour de la table des professionnels qui seront en mesure d'aborder ces sujets de manière transversale et complémentaire. J'en profite pour remercier M. Domergue, médiateur familial de l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales, notre partenaire historique, qui a répondu sans hésiter à notre invitation, en nous mettant par ailleurs en lien avec Mme Cerruti, psychologue de l'Éducation nationale. Ils vont vous apporter des regards complémentaires à celui du champ de la protection sociale qui vous sera donné par les représentants de la MSA Alpes du Nord. Pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, sachez que la MSA, Mutualité sociale agricole, est l'organisme de sécurité sociale du monde agricole. Elle est à la fois la caisse d'assurance maladie, la caisse d'allocation familiale, la caisse de recouvrement des cotisations et la caisse de retraite des agriculteurs et des salariés agricoles, ainsi que de leurs familles. Je n'en dis pas plus sur nos intervenants de ce soir, car je sais qu'ils vont se présenter tout à l'heure. Et je tiens à les remercier d'ores et déjà pour leur engagement. Très bon webinaire à toutes et à tous. Merci beaucoup à Françoise pour votre mot d'accueil. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Samia Prazit, responsable communication à la MSA Alpes du Nord. Et donc, on va commencer par un tour de table des intervenants qui sont avec nous ce soir. Peut-être en commençant par vous, M. Domergue, je vous laisse vous présenter, ainsi que votre structure et quelques mots sur votre métier. Bonjour, je suis M. Domergue et je suis médiateur familial à l'UDAF de la Savoie. Et qu'est-ce que la médiation familiale? Essentiellement, nous accueillons des parents qui sont séparés ou en situation de séparation et qui rencontrent des difficultés, soit de communication, de relations, ou même d'organisation sur le mode de résidence, mais aussi sur la question de l'argent et de la pension alimentaire. Et du coup, on les aide à trouver des solutions à leurs problèmes au lieu d'aller directement en justice avec des avocats. L'idée étant qu'ils puissent éventuellement se mettre d'accord avec une convention parentale, voilà, quitte à la faire homologuer par un juge. Voilà, donc on est dans la situation de parents séparés en difficulté. Merci beaucoup. Peut-être Muriel, te présenter également. Alors, Muriel Faure, je suis chargée de mission au service d'action sanitaire et sociale de la MSA Alpes du Nord. J'ai plusieurs missions, mais dont une principale est le partenariat avec les autres organismes au niveau de l'enfance, de la jeunesse et de la famille. Merci beaucoup.
Je me tourne de ce côté. Qu'est-ce que j'en parle? Fabien Champarneau, donc le directeur de la MSA Alpes du Nord. Donc, ravi de vous accueillir dans ce séminaire et d'être entouré par tous ces invités. Merci beaucoup. Bonjour, Catherine Cerruti, je suis psychologue éducation nationale, spécialité EDA, éducation, développement et apprentissage. Je m'occupe d'enfants de la petite section de maternelle jusqu'au CM2. Et ensuite, ce sont mes collègues psychologues EDO, éducation, développement, orientation scolaire et professionnelle, qui s'occupent des jeunes de la 6e jusqu'à la fac. Merci beaucoup. Et Laurent? Donc Laurent Crespo, responsable du centre de contact de la MSA des Alpes du Nord. Donc le centre de contact est un plateau téléphonique composé d'une quinzaine de téléconseillers qui ont pour mission de répondre aux réponses de niveau 1 en termes de différentes prestations que la MSA peut verser de par son rôle de guichet unique. Merci beaucoup, Laurent. Merci à tous d'être présents, à toutes et à tous d'être présents avec nous ce soir à ce webinaire. Peut-être un petit rappel technique très rapide concernant le fonctionnement. Donc, vous avez la possibilité en tant que participant de poser vos questions en direct à l'écrit en cliquant sur le bouton Q et R qui doit se trouver en menu dans votre fenêtre Teams. Et également, donc, vous rappelez que le principe est vraiment pour ce soir de chercher l'interactivité. C'est-à-dire qu'il y aura des temps qui seront aménagés pour nous permettre à nos intervenants de répondre aux questions que vous allez pouvoir nous poser à travers le chat et également répondre aux questions qui ont été posées à l'avance. Donc, il y en a eu énormément lors de votre inscription des personnes qui ont posé des questions. Donc, peut-être que en cas de soucis techniques de votre part, si toutefois il y avait un souci de son ou d'image, n'hésitez pas à vous déconnecter, à vous reconnecter pour pallier aux soucis. Parfois, ça demande juste ce petit aménagement technique. Et également, vous informer que vous aurez certainement... vous allez certainement échanger donc, avec nos collègues de la direction de la communication de la Caisse centrale qui endossent ce soir le rôle de modérateur. Donc, c'est eux qui vont pouvoir libérer, en tout cas publier vos questions dans le fil de conversation avec tout le monde en fonction au fil en fait, de la soirée. Voilà. Donc, soyez pas surpris si vos questions ne sont pas toutes traitées parce que vous avez été 300 à vous inscrire ce soir. Donc, je pense que vous arrivez les uns progressivement à vous connecter là sur le webinaire. Et dans tous les cas, donc, il y aura des réponses, des temps aménagés pour répondre à vos questions. Donc, je vous propose peut-être sans plus attendre de commencer ce webinaire avec un nous intéressant. Peut-être au regard et à la manière dont les enfants perçoivent ou ressentent les changements au sein de la sphère familiale. Catherine, vous qui les côtoyez dans le cadre de vos fonctions de psychologue de l'éducation nationale, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur les raisons en fait, qui amènent les enfants à venir se confier à vous lors d'un changement au sein de leur structure familiale? Qu'est-ce qui les touche le plus et comment est-ce que vous leur apportez votre soutien? Alors déjà, au niveau de mon travail, ce sont souvent les parents qui me contactent lors d'une séparation ou d'un chamboulement dans la famille, ou ce sont aussi des enseignants qui voient une baisse dans les résultats scolaires, un souci de comportement qu'il n'y avait pas avant. Et donc, les enseignants contactent les parents, donnent mes coordonnées et ensuite je reçois les parents. Et on en discute et si ils sont d'accord, parce que je dois avoir l'accord des parents pour voir les enfants. Et si j'ai l'accord, après, je fais des entretiens. J'utilise aussi ce qu'on appelle des tests projectifs pour aider les enfants. Il y a différents petits tests projectifs qui permettent de voir comment est l'enfant par rapport à cette nouvelle situation, soit de séparation, de recomposition, etc.
D'accord. Donc les motifs qui amènent justement, enfin les parents hein, de ces enfants en difficulté, les plus récurrents que vous rencontrez sont plutôt lesquels? Donc la recomposition de la famille. Souvent, c'est la séparation. Tout de suite, un des parents essaye de me rencontrer pour dire voilà, on se sépare, il faudrait voir notre enfant pour savoir comment ça va se passer pour lui. D'accord. Donc, certains, je les vois plusieurs fois. Et puis, selon ce que je remarque, après, je peux conseiller aux parents de prendre contact avec le centre médico-psychologique pour enfants. C'est un service gratuit. Comme nous, psychologue éducation nationale, évidemment, nous sommes un service public, donc gratuit. Et donc, tant qu'il n'y a pas le relais éventuellement du CNP, je peux voir l'enfant plusieurs fois. Mais étant donné que j'ai un secteur immense, voilà, je ne peux pas faire un suivi au long cours comme pourrait le faire le CNP. Peut-être expliquer ce qu'est le CNP. Le CNP, Centre médico-psychologique pour enfants. Donc, il y a des psychologues, pédopsychiatres, éducateurs, psychomotriciens, orthophonistes. D'accord. Merci. Et justement, votre secteur, ça s'étend de où à où Alors moi, j'ai un secteur qui fait tout le canton d'Aisne, plus quelques écoles du canton de Bourg-Saint-Maurice. D'accord. Voilà. Donc, en Savoie. Voilà, en Savoie. Une partie montagnarde de la Savoie. Voilà. Je suis en Savoie. Oui, parce qu'effectivement, donc parmi vous, ce soir qui êtes connectés, théoriquement, vous pouvez être habité en tous les cas dans tous les territoires de France, et c'est ça qui est intéressant. Et donc, ce que vous nous disiez, Catherine, c'est qu'il y a des psychologues de l'éducation nationale partout. Hein, voilà, des psychologues éducation nationale, il y en a dans toutes les circonscriptions. Moi, je fais partie de la circonscription Moutier. On est 4 psychologues pour toute la circonscription Moutier. Les parents peuvent avoir nos coordonnées sur la circonscription qui fait partie de leur école. Hein, et ils peuvent avoir nos coordonnées. Et pour les collègues qui sont au collège, etc., les enfants ont accès tout de suite au numéro de la psychologue, comme la CTE, etc. D'accord, très bien. Donc, si vous recherchez en tous les cas donc les coordonnées de la psychologue de l'éducation nationale, vous allez scolariser votre enfant après. Donc, ça se trouve assez facilement. Vous contactez l'école de l'enfant. Et il y a des CNP partout en France. Oui, centre médico-psychologique partout. Alors, au CNP, centre médico-psychologique pour enfants, il y a quand même de l'attente, hein, souvent de l'ordre de 6 mois à 1 an. Voilà. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Catherine, en tout cas pour votre éclairage sur le sujet. Je me tourne maintenant vers Eric, qui est médiateur familial donc à l'IDEF de Savoie, pour faire un focus plus particulier sur le changement de la famille suite à une séparation. Eric, selon vous, quelle attention est-ce que les parents doivent porter à leurs enfants lors d'une séparation? Quels conseils est-ce que vous leur donnez lorsqu'ils viennent vous voir? Alors, d'abord, je ne peux pas donner de conseils parce que je suis médiateur, donc je suis impartial et neutre, mais je les informe. Hein, c'est une forme de conseil, l'information, plus subtile, on va dire. Mais ce qu'il faut dire, c'est que effectivement, lorsque les parents se séparent, les premières souffrances, c'est que tout de même les enfants, selon leur âge, il y avoir des enfants de 3-4 ans ou des adolescents, et du coup, leur monde est bouleversé, souvent du jour au lendemain. Et quand je dis bouleversé, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent effectivement dans 2 habitations, 2 changements, c'est un autre monde, hein, avec des fois des modes de résidence complexes, pas forcément une semaine, mais des fois en milieu de semaine on va chez papa, puis après en fin de semaine on va chez maman, et ainsi de suite. Nous, adultes, on ne pourrait pas vivre comme ça, hein, au bout de 2 mois on ne tiendrait pas, hein. Nos enfants n'ont pas le choix. Et donc c'est vraiment une difficulté pour ces petits, et ces enfants qui sont assez fragiles pour le coup. Cela dit, ils se sortent de ces impasses avec le temps. Ils adhèrent, hein, ils n'ont pas le choix, mais ils y arrivent. En fin de compte, 100% des enfants ne se fait pas au conflit parental pour le coup. C'est ça qui fait des difficultés pour ces enfants-là, c'est que autant leurs parents sont séparés, mais après la séparation, s'ils continuent des fois même encore plus fort dans le conflit, ils sont en grande souffrance. Là, ils ne gèrent pas. Aucun enfant ne gère ça. Ça se traduit par effectivement des troubles de comportement,
des fois des mauvaises fréquentations, des fois des addictions au jeu, des résultats scolaires qui sont en baisse ou qui sont en hausse d'ailleurs. Parce que des fois, l'école, c'est un endroit ressource. Oui. Et le baromètre de l'école, il peut être trompeur. Hein. Un enfant peut être en grande difficulté psychologique et avoir des très bons résultats scolaires. Je me suis fermé cette parenthèse, et c'est important. Et du coup, le conseil qu'il faut donner aux parents, c'est éviter le dénigrement, essayer de communiquer entre les parents. Ça, c'est important. Et pas se donner un spectacle devant les enfants. Je dis ça parce que moi, mon métier, c'est que je rencontre des parents séparés qui sont en conflit. Et bien évidemment, une grande majorité des parents s'en sortent très bien et je ne les vois pas. Hein. Moi, je vois pas une minorité des parents, mais il y a quand même un grand nombre en France. Et du coup, voilà, ce travail, c'est leur permettre, en médiation familiale, d'échanger, de trouver des solutions, comme je disais dans leur présentation, hein, au lieu de faire une guerre juridique. Vous savez que les enfants ont des comportements stratégiques avec leurs parents, dans les situations conflictuelles. À l'âge de 2 ans et demi, ça commence. Hein. 2 ans et demi, ils sont déjà des approches stratégiques. Alors, ce sont des stratégies bienveillantes parfois. Hein. C'est aider le papa qui est souffrant, voilà, des situations vraiment extrêmement complexes que les parents ne comprennent pas. Donc voilà, on décortique tout ça, on explique comment ça fonctionne, et on leur donne, on les informe, hein, et on les met au dialogue, les parents, pour trouver ces solutions. Évidemment, le contentieux juridique, c'est pas forcément l'idéal dans cette situation. Et justement, comment les parents peuvent faire appel à un médiateur familial? Est-ce que c'est eux qui vous contactent directement en général? Comment ça se passe? La médiation familiale, il y a 2 portes d'entrée pour aller en médiation familiale. Il y a la porte juridique et conventionnelle. Alors, la porte juridique, c'est le juge aux affaires familiales peut proposer à des parents, dans une ordonnance, d'aller faire une médiation familiale. Cela dit, il faut que le JAF, le jour de l'audience, puisse avoir l'accord des 2 parents. Et bien évidemment, on ne peut pas obliger les humains à parler, ça n'a pas de sens. Donc il lui faut les 2 oui. Si à l'audience, le juge n'a pas les 2 oui des parents, il ne peut pas ordonner une médiation familiale. Par contre, pour le coup, il a un petit levier, il peut enjoindre les parents à rencontrer un médiateur pour une information à la médiation. Par contre, du coup. Voilà, ça c'est la case juridique. Quelques juges des enfants, parfois, se servent de l'outil médiation, des juges des enfants, dans le cadre de la protection de l'enfance, mais c'est assez rare. Et ça, c'est encore un grand chantier. Et puis l'autre porte d'entrée, c'est la médiation conventionnelle, c'est-à-dire les gens viennent d'eux-mêmes, soit un service social les a renseignés, soit du bouche-oreille, soit leurs frères, la famille, les amis, et ils prennent rendez-vous avec un médiateur et une médiation se met en place. Donc ça, c'est spontané, c'est la médiation conventionnelle. Voilà les 2 portes d'entrée dans la médiation. Est-ce qu'il y a des médiateurs familiaux de l'UDAF partout en France? Alors, d'abord, il y a des médiateurs partout en France, pas forcément de l'UDAF. Il y a d'autres structures qui font la médiation familiale, et même en libéral aussi, dans toute la France, dans tous les départements. Il y a un UDAF, l'UDAF, c'est la structure dans laquelle je travaille, hein, dans chaque département. Pour autant, il n'y a pas forcément un service de médiation dans chaque UDAF. Hein, voilà. Mais sinon, dans tous les départements, il y a un service de médiation, puisque c'est l'État qui finance, hein, je fais cette parenthèse, mais c'est l'État qui finance via la CAF et aussi la MSA, ainsi que la justice et le département, la médiation familiale. Donc pour le coup, effectivement, il y a dans chaque département une enveloppe et des associations, donc des structures font de la médiation familiale conventionnée par l'État. Et d'ailleurs, cela nécessite que les salariés soient diplômés d'État, les médiateurs familiaux. Vous avez parlé tout à l'heure d'un sigle, hein, c'est le JAF. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire? Oui, alors le JAF, c'est le juge aux affaires familiales. D'accord. Parce qu'il y a différents juges, il peut y avoir un juge au pénal, un juge d'instruction, un juge des tutelles, un juge des enfants. Alors le juge, alors je fais cette parenthèse encore, tu me permets d'expliquer sur le JAF, parce que le JAF, tous les juges sont bienveillants, mais le JAF, il est très bienveillant. Lui, il va toujours aller chercher à aider les parents à trouver des solutions. J'en ai pour preuve, en Savoie, mais dans d'autres départements, c'est le cas aussi, lorsqu'un parent fait une requête auprès du JAF, les parents reçoivent une requête donc en contentieux, on est d'accord. Les parents reçoivent donc un courrier avec une date d'audience pour les 2 parents, et dans la même enveloppe, il y a une date pour rencontrer un médiateur pour une information à la médiation. La démarche de la justice, c'est éventuellement, avant la date d'audience, si les parents peuvent faire une médiation et se mettre d'accord, le juge n'aura pas à trancher, il aura juste à homologuer les accords des parents. Donc quand même, l'État français, la justice, promeut l'idée de la résolution des conflits, mais pas par la justice.
le juge des enfants n'est pas un juge aux affaires familiales. Ah ben non, alors le juge des enfants... C'est bien la distinction qu'il Voilà. faut faire pour les juges. Alors, un juge des enfants, c'est autre chose, c'est dans le cadre de la protection de l'enfance, effectivement. Donc, ce sont généralement suite à une IP, une information préoccupante ou un signalement, pas forcément d'ailleurs, mais donc il y a eu une audience qui est mise en place par un juge des enfants pour rencontrer les parents, et là, il va estimer s'il est nécessaire que l'enfant, qu'il y ait une prise en charge éducative judiciaire. Voilà. Et du coup, ce sera donc une ordonnance. Et les enfants seront donc pris en charge, ou la famille, hein, dans une démarche éducative avec différents outils, là, pour le coup. Ce que ne fait pas le JAF. Ce que ne fait pas le JAF. Hein. Le JAF n'est pas dans la protection de l'enfance. Voilà. Le JAF, lui, il reçoit des adultes, il ne reçoit pas les enfants. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et éclairages en tous les cas. Et il existe également d'autres ressources mobilisables par les parents qui veulent préserver leurs enfants. À titre d'exemple, Catherine, je crois que vous nous avez parlé d'une ressource qui existe en Savoie et que les familles peuvent solliciter gratuitement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qu'il y a à Bassin Alors, avant, il y a d'autres aussi aides pour les parents. Eric peut le présenter aussi, c'est le SACEF. Comme son nom ne l'indique pas. Service Service d'accompagnement social éducatif de proximité. De proximité. Il y en a plusieurs en Savoie. Et donc pour le... Pardon ? Oui, donc c'est surtout le département de la Savoie d'ailleurs. Ce n'est pas forcément national ces dispositifs. Voilà. Alors, donc, là, si les parents ont un souci d'ordre éducatif, etc., ils peuvent rencontrer l'assistante sociale qui va les mettre en lien avec le SACEF. Et il y aura un contrat de signé entre les parents et le SACEF sur plusieurs mois. Et les enfants sont généralement pris 2 fins d'après-midi par semaine. Voilà, pour l'aide aux devoirs, des partages avec d'autres enfants. Et il y a aussi un après-midi, un mercredi après-midi, hein, c'est ça Eric ? Oui. À peu près. Et puis il y a aussi des après-midi ou des samedis avec les parents, etc. Et les parents rencontrent aussi régulièrement une psychologue qui fait partie du SACEF. Donc là, c'est quand même un contrat, c'est une aide éducative. Ouais, c'est une mesure éducative, soit administrative ou judiciaire d'ailleurs. Hein. Le juge des enfants peut aussi proposer un SACEF dans le cadre judiciaire, mais surtout dans le cadre administratif. C'est un contrat administratif où les parents peuvent arrêter à tout moment le SACEF s'ils ont le désir. Hein. Voilà, il faut bien distinguer les deux. C'est un dispositif dans le cadre d'une mesure éducative tout de même. Hein. Donc il y a des difficultés entre les parents et leurs enfants. Ils ont du mal au point que l'enfant peut être du coup en danger. Et puis aussi, si les parents, lors de séparation ou autre, voilà, ont un souci, ils sont un petit peu épuisés, hein, ça chamboule tout, ils peuvent aussi rencontrer l'assistante sociale pour avoir une aide d'une TISF, technicien d'intervention sociale et familiale. D'accord ? Ça, ils viennent à la maison. Et là aussi, il y a quelque chose qui est signé pour plusieurs mois. Et ça peut être une aide importante pour des parents parfois solo, parce que lors de séparation, ou pas forcément séparés, mais quand aussi il y a un souci à la maison, un petit peu les enfants, les parents n'arrivent pas trop à les gérer, donc ça peut être une aide. Tous ces professionnels sont là pour aider et ne jugent pas le parent. Ça, c'est important de dire. J'en profite pour rebondir sur le TISF, ou sur la TISF. Oui, le ou la. Des femmes. La dernière fois, j'en ai vu un, moi. On peut faire aussi appel par l'intermédiaire d'un travailleur social, effectivement, pour au moment d'une naissance, d'une 3e naissance, où on est un petit peu débordé. Alors, c'est pas quelqu'un qui arrive dans la famille pour faire le ménage, pas du tout. Là, c'est toujours dans le cas d'un soutien éducatif. Oui, c'est ça. Oui. Donc, elle n'est pas là pour faire le passage ou laver le linge, mais vraiment pour apporter un soutien dans le cadre de la parentalité, vraiment.
Ça peut être donc à la naissance ou quand il y a une naissance aussi d'un enfant qui a une pathologie importante et qui va monopoliser beaucoup d'attention de la part des parents pour retrouver aussi un espèce d'équilibre. Voilà. Oui. Merci Muriel pour ces compléments. Et puis, oui, donc aussi en Savoie, on a la chance d'avoir les thérapies familiales à bassin. Donc là aussi, c'est un service public, donc gratuit. Quand une famille a des soucis, pas forcément séparés ou autres, ils peuvent prendre contact à bassin. Et à ce moment-là, il y a déjà la secrétaire prend en compte la composition de la famille, s'il y a déjà un suivi psychologique ailleurs, etc. Et ensuite, elle va proposer un rendez-vous. Si c'est un mardi, par exemple, les familles disent par exemple, moi je voudrais un mardi parce qu'on est disponible mardi, et ben, les familles seront toujours reçues un mardi par mois. Et c'est pareil, si la famille ne souhaite plus y aller, ça s'arrête. Là, il n'y a pas d'engagement. Il n'y a rien qui est signé. Donc, c'est la famille qui décide quand ça s'arrête. Et ça, c'est vraiment un avantage ici en Savoie. Est-ce que vous savez si ça existe dans d'autres départements? Et comment est-ce que les personnes... Je ne sais pas, ça, je ne sais pas. À qui est-ce que les personnes pourraient s'adresser, par exemple, pour avoir ce type d'information, si toutefois elles résident ailleurs qu'en Savoie? Là, c'est dans le cadre du service du centre hospitalier spécialisé. Oui, du centre hospitalier, oui. Il faudrait voir s'il y a... Je pense qu'en appelant un accueil... Est-ce qu'il y a des CMP, les centres médico-psychologiques, qui sont rattachés quelquefois et qui assurent... Par le biais des CMP, oui, ils peuvent savoir s'il y a des endroits où il y a des thérapies familiales. Oui, il me semble que dans le cadre du CMP, on devrait avoir cette information. Alors, bon, moi, étant service public, je parle toujours d'abord service public. Bien évidemment, les parents peuvent consulter un psychologue en libéral ou faire une thérapie familiale en libéral. Ça, là-dessus, il n'y a pas de... Ça dépend un peu des finances des parents. Ça dépend des finances, voilà. On va y venir justement au volet budgétaire des foyers, justement. Peut-être avant cela, déjà, je vous remercie beaucoup pour ces éclairages très intéressants. Et je vous propose de passer au temps de réponse aux questions des participants pour cette première thématique-là, cette première partie, en tous les cas. Je regarde juste s'il y a des questions qui sont arrivées. Voilà, peut-être on va pouvoir prendre cette question-là en premier. La médiation est-elle payante pour les personnes? Bonne question. Alors, elle est payante, effectivement. Et d'abord, alors, soit c'est en libéral, soit dans un service conventionné par l'État, c'est un peu différent. En libéral, ce sont des prix en libéral, alors que conventionné par l'État, comme c'est financé par l'État, il y a un barème qui est proposé par la CAF. C'est selon les revenus des personnes. Chaque parent paye sa séance à la fin de la séance, et puis s'il y a une autre séance, il faut repayer. Sachant que l'entretien d'information, au début, il y a une information préalable à la médiation qui est gratuite, en tout cas qui est non payante, qui est payée par l'État. Ça va de 2 € la séance, vous voyez, c'est pas cher, 2 €, à 131 €, c'est cher. Voilà. En fin de compte, c'est selon les revenus. À titre de mémoire, une personne qui touche 1 500 € net par mois, une séance doit lui coûter, je crois, 12 €. Une personne qui touche 2 000 € par mois, ça doit être 19 € la séance, voilà. Et ainsi de suite. C'est pas trop cher tout de même. Il faut savoir que l'État paye la différence, c'est les 131 € par personne, par séance quand même. Donc vraiment, en libéral, c'est bien plus cher, bien évidemment. Sachez que dans chaque département, il y a des services conventionnés par la CAF. Voilà. Merci beaucoup. En attendant qu'il y ait d'autres questions qui viennent en direct, je vous propose de traiter une question qui nous a été posée en amont, donc au moment de l'inscription. Une personne donc, nous demande, je souhaiterais savoir s'il y a des séquelles sur les enfants quand la mère est manipulatrice et dénigre le père. Donc là, je vais me tourner plutôt vers Catherine et éventuellement vers Eric aussi d'ailleurs. Il peut y avoir des
des soucis, mais ce qui est important aussi, c'est quand les enfants vont voir le père, hein, que, évidemment, de son côté, il ne dénigre pas la mère, et puis qu'il s'occupe d'eux comme il pouvait le faire avant, et aussi qu'il fasse cas des résultats scolaires, qu'il voit l'enseignant, etc., et qu'il continue aussi à faire différentes activités avec ses enfants. Hein. Les enfants sont pas bêtes. Hein. Ils savent que leur papa les aime. Donc, voilà, c'est pas forcément quelque chose de dramatique. Hein. Les enfants perçoivent quand même les qualités du papa, etc. Hein. À n'importe quel âge. Alors, quand ils sont petits, c'est peut-être un petit peu la question. C'est peut-être un petit peu plus compliqué, hein, parce que bon, je sais pas, avant 2 ans, les enfants sont plus vers la maman quand même. Hein. Quoique, moi là, j'ai des situations où les mamans sont sorties de la vie des enfants, mais bon, mais c'est compliqué. Hein, mais voilà, il faut toujours garder le lien et si l'autre parent est bienveillant, ça se restaure quand même. Hein. Puis vraiment, si on perçoit des gros changements, hein, aussi, que ce soit au sommeil, alimentaire, tout ça, bien sûr, à ce moment-là, il faut consulter. Hein, justement, on reprend les propos sur le fait que la statistique, c'est que 85% des enfants dont les parents sont séparés, que nous accueillons en médiation, consultent tout de même. Hein. Donc les enfants sont quand même en difficulté psychologique. Et on sait pourquoi, et on s'aperçoit pas forcément que c'est le fait que leurs parents soient séparés, qu'ils ne s'aiment plus, mais qu'il y a un conflit dont je parlais tout à l'heure. Et dans le conflit, il y a aussi du dénigrement quand même. Il existe. Hein. C'est assez violent parfois pour les enfants. Et d'ailleurs, dénigrement d'un parent par rapport à l'autre, mais des fois dénigrement d'un nouveau compagnon ou compagne par rapport à l'autre parent. Hein. Il y a comme ça, et l'enfant, vous savez, il a 1000 informations, et comme l'enfant est effectivement sur le registre des affects, hein, il est vraiment, comment dire, en difficulté. Nous, on a 2 accès à l'enfant. On a aussi le même lien que l'enfant, l'amour, puis on en a un autre qui est, tu aurais pu t'as fait tes devoirs, débarrasser la table, on a la question de l'autorité parentale. On a un deuxième accès, c'est plus facile pour nous. L'enfant, il n'a qu'un seul accès, c'est les affects. Donc, il est en grande difficulté. Quand il aime ses 2 parents, il ne sait pas quoi faire du dénigrement. C'est une catastrophe quand même psychologique. Il a une grande souffrance. Donc, et vraiment, ils ont vraiment des troubles de comportement pour le coup. Hein. C'est un social dénigrement. Alors, souvent, c'est quand même, on en parlait tout à l'heure avec nos collègues, les garçons sont plus dans l'action, hein, dans le problème du comportement, et les filles sont plus dans le retrait. Hein, et parfois, elles peuvent un peu avoir comme une sorte de dépression, mais comme je parle comme je suis psychologue d'éducation nationale, hein, les enseignants ne le remarquent pas forcément. Hein. Elle ne fait pas de bruit dans la classe, mais c'est ça doit aller, mais pas forcément. Hein. Les garçons sont toujours quand même plus dans l'action. Hein. Donc là, il y a peut-être plus de bagarres, donc parce qu'ils n'arrivent pas à gérer ça. Et les filles, soit aussi continuent à être très bonnes élèves, etc. Mais c'est voilà. Donc là, je vois, il y a une question. Quand on n'a pas les finances pour se faire aider par un psychologue, comment fait-on? Donc il y a, comme je le disais, les psychologues de l'éducation nationale et il y a aussi les psychologues du CMP, Centre médico-psychologique pour enfants, qui sont gratuits. Et si un parent se sent mal aussi, hein, par rapport à une situation, décès d'un proche ou une séparation, il y a aussi les centres médico-psychologiques pour adultes. Souvent, on connaît plus les CMP pour enfants, mais il y a aussi des CMP pour adultes. Et par moment, moi, je conseille à certains parents d'aller au CMP adultes. J'en profite pour ajouter, si effectivement on est sur une liste d'attente CMP et qu'on n'a pas les moyens effectivement de financer, il y a aussi la possibilité de passer par un travailleur social, qui soit du régime général ou de la MSA, oui. Et de demander, dans le cadre de la politique d'action sanitaire et sociale,
Il y a aussi des aides, des prestations extralégales où on peut demander effectivement une aide temporaire et ponctuelle, bien évidemment, pour financer quelques séances chez le psychologue, le temps de passer le relais. Quand il y a un enfant, enfin la santé d'un enfant, en général, il y a pas mal de bienveillance de la part des administrateurs et c'est souvent des aides qui sont accordées. D'accord. Justement, tu nous as parlé des administrateurs, peut-être, M. Champarneau. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots? Je fais une petite parenthèse, hein, je profite de la transition pour nous expliquer rapidement le fonctionnement en fait, de la MSA, effectivement, le conseil d'administration qui est composé de... C'est la question des aides extralégales qui permet d'y arriver. Alors, le terme peut être un peu compliqué, mais vous avez des aides qui sont prévues par la loi, les aides au logement, le RSA, la prime d'activité, par exemple, pour ne citer qu'elles. Et puis, vous avez des aides qui sont décidées par les conseils d'administration, donc qui sont les structures qui sont en gestion des organisations, que ce soit la CAF ou la MSA d'ailleurs. Et donc, ces élus pour la MSA, en fonction de la situation de leur territoire, du besoin du territoire, de certaines situations qu'ils ont identifiées, décident de mettre en place ce qu'on appelle des aides extralégales, donc qui sont différentes des aides réglementaires, qui sont adaptées à une partie de leur population parce qu'il y a tel ou tel besoin, ou à une partie du territoire parce qu'il répond à des critères particuliers. Et puis décident aussi d'aides spécifiques en fonction des situations, c'est ce que vous évoquiez, Muriel, au cas par cas, sur des dossiers qui sont présentés par les travailleurs sociaux. Donc ce sont des dispositions qui sont à leur main pour donner des aides financières. Donc là, typiquement, c'est une aide qui pourrait être utilisée pour financer un accompagnement psychologique, sous réserve, comme vous le disiez tout à l'heure, que la disponibilité se fasse jour dans les services qui sont malheureusement assez encombrés avec un déficit de soignants sur le sujet. Voilà, et donc, ces structures-là, les conseils d'administration ont, que ce soit à la CAF ou à la MSA, cette marge de manœuvre, cette latitude, avec des financements associés, pour prendre des décisions sur leur territoire local. Donc, pour Alpes du Nord, les 3 départements, et pour les CAF, le département dans lequel elles sont positionnées. Ça peut être sur un psychologue libéral. Oui, également. Dans l'attente d'eux. Enfin, voilà, c'était juste pour... Merci beaucoup. Peut-être une dernière question avant de poursuivre le webinaire, une question qui était posée en amont, qui est comment gérer le début des études et le départ des enfants du domicile financièrement et moralement. Donc je me tourne vers Laurent pour la partie financière et peut-être vers Catherine pour la partie moralement de la question. Moralement, déjà, le parent, l'enfant ne quitte pas la maison du jour au lendemain. Donc voilà, il faut que le parent chemine petit à petit aux études que l'enfant va faire quand même. Après, je pense que parfois, certains, moralement, ça peut être compliqué parce que après, on se retrouve peut-être que soit seul, parce que si on a été seul avec ses enfants, ou soit seul avec son conjoint. Et c'est pas ce qui est le plus dur là. Non, mais vous voyez, c'est pas de la place de l'enfant en fait. Vous voyez, c'est souvent quand même dans la famille, l'enfant, pendant un grand moment, on est plus le couple parental que le couple conjugal. Le couple parental prend beaucoup de place par rapport au couple conjugal. Et donc, quand les enfants partent, alors oui, ça peut faire un vide et on peut se retrouver que face au conjoint et peut-être au moment des repas, etc., ça peut être compliqué. Qu'est-ce qu'on va se dire? Parce que souvent, quand il y a des enfants, la conversation est un peu peut-être plus facile. Même si, parfois, quand ils sont petits, on dirait vivement qu'ils soient grands, qu'ils prennent leur envol. Et puis, on se rend compte que peut-être qu'après, que se retrouver en tête-à-tête, ça peut être compliqué. Mais il faut... Aussi, j'ai pu comprendre que c'était la maman qui posait une question. C'était une maman, je crois. Oui, il me semble. Donc, discuter avec son enfant, voir sur Parcoursup les études qu'il va pouvoir faire, où il va être, quand est-ce qu'il va, s'il va revenir toutes les semaines ou tous les 15 jours ou tous les mois selon l'éloignement, comment je vais gérer. Bon, il ne faut pas peut-être non plus l'assaillir chaque jour de messages. Parce que l'enfant a besoin aussi quand même d'un peu d'indépendance. Et peut-être
peut-être que ça peut renvoyer aussi aux parents, lui, comment il a vécu quand il est parti faire des études, peut-être. Est-ce qu'il a mal vécu d'être séparé de la famille, ou aussi peut-être pour le parent, qu'est-ce que entre guillemets, l'absence physique là dans la journée, le soir, qu'est-ce que ça lui renvoie? Comment gérer je dis pas le vide, mais voilà, il faut peut-être cheminer aussi là-dessus. Et donc, si vraiment c'est très compliqué, j'invite le parent aussi. Comme je le disais tout à l'heure, il y a les séances médico-psychologiques pour adultes. Mais je ne sais pas, toi, Eric, toi, par rapport à ça, toi, tu penserais quoi Ben non, voilà, je te rejoins. Certainement qu'effectivement, se retrouver seul sans enfant, c'est toujours une appréhension d'ailleurs. Voilà, et puis oui, ça peut mettre en difficulté un couple, effectivement, dans leur histoire. Mais les humains s'en arrangent quand même, ça fonctionne. Oui, mais voilà, peut-être que pour certaines mamans, c'est peut-être plus. Certains, oui, certainement. Plus compliqué. Pour d'autres, voilà, ils sont préparés. On n'élève pas l'enfant pour soi, on l'élève pour qu'il soit le plus autonome possible et au mieux dans sa vie, quoi. Ouais. Merci beaucoup, Catherine, pour tous ces éclairages. Peut-être, est-ce que Laurent, tu peux nous dire quelques mots sur le volet financier, justement, faire face financièrement au départ d'un enfant, même si tout à l'heure, on va le développer. Tout à fait. Alors, concernant le départ d'un enfant, en fait, la première chose à faire, c'est inviter donc l'enfant à faire ses propres demandes. Par exemple, au niveau du logement, faire une demande d'aide au logement. S'il a une activité, il peut également faire, tout dépend les revenus dégagés de son activité, une demande de prime d'activité également. Donc, tout ça, ces demandes, elles vont car il peut contacter dans un premier temps le centre de contact de la MSA, mais il peut également aller sur le site mesdroitssociaux.gouv.fr. En fait, l'idée, c'est pour faire des simulations, pour déjà dans un premier temps voir les prestations qu'il pourrait prétendre, mais également demander également un rendez-vous prestation également. Après, par contre, il faut bien avoir conscience que le départ de l'enfant pour faire des études, ça va avoir un impact également. C'est-à-dire que s'il devient lui-même allocataire, enfin adhérent, il ne sera plus considéré à charge au sens des prestations familiales sur le dossier de ses parents. Donc ça peut avoir une incidence. Il faut bien faire les simulations, calculer qu'est-ce qui est le plus avantageux ou non. D'accord, très bien. Donc effectivement, ça demande pas mal d'organisation pour les parents dont les enfants quittent le nid. En tout cas, on va s'en arrêter là pour ce premier axe de ce webinaire. Donc les nombreuses questions montrent bien quand même la place importante que les enfants ont lors d'un changement de la structure familiale et surtout lorsqu'il s'agit d'une séparation. Et je pense que personne ne dirait le contraire. Toute évolution de la famille, que ce soit pour un événement heureux ou plus délicat, a un impact sur le budget. Donc on vient de le voir avec la question précédente. Et je vous propose maintenant d'aborder cette dimension justement économique et notamment les aides qui existent selon la nature du changement de la structure familiale, pas uniquement lorsque l'enfant quitte le nid, mais pour toutes les autres situations qui peuvent se présenter. Donc, Laurent, au centre de contact téléphonique de la MSA, Alpes du Nord, vous répondez aux questions des familles sur tous les champs, de la protection sociale, du fait du guichet unique, du régime agricole. Et à quelles aides est-ce que les familles confrontées à un changement ont-elles droit, que ce soit en matière de prestations santé, familiale, logement? Donc, bien entendu, ce ne sera pas possible de tout traiter et de tout citer. Mais peut-être est-ce que tu peux nous donner des exemples dans les grandes lignes pour justement ces différentes situations pour lesquelles une famille peut évoluer dans sa structure? D'accord. Donc déjà, une chose très très importante, c'est d'abord de signaler tout changement de situation professionnelle ou familiale à sa caisse sociale agricole, car tout changement a un impact. Donc en fait, la MSA va accompagner les familles, en fait, avant la naissance, jusqu'à l'arrivée de l'enfant au sein du foyer. Par exemple, sur le site de la MSA, il y a un calendrier qui est téléchargeable sous format PDF. Et on va dire que mois par mois, on a toutes les différentes étapes. Ça commence au 3e mois de grossesse, par la déclaration de grossesse, juste par exemple le 7e mois, avec la prime à la naissance, et jusqu'à l'arrivée de l'enfant, et tous les droits qui vont en découler. Après, donc, ça va rentrer, on va appeler le volet page, prestation d'accueil du jeune enfant. Alors, il y a dans un premier temps donc, la prime à la naissance ou à l'adoption, et ensuite l'allocation de base. Et ensuite, on va plutôt s'orienter sur tout ce qui est
les aides pour garder les enfants, comme la prestation partagée, l'éducation de l'enfant, ou le complément libre choix mode de garde. Voilà, par exemple, le complément libre choix mode de garde, ça va aider les familles à faire face aux dépenses liées à la garde de l'enfant, soit par une assistante maternelle agréée ou dans une structure. Voilà. Et également la prestation partagée, qui, elle, va plus permettre en fait aux familles, enfin à un des parents, voire aux deux, qui souhaitent de façon partielle ou totale cesser leur femme, mettre entre parenthèses leur activité professionnelle pour pouvoir aider leurs enfants. Voilà, il y a plusieurs, c'est souvent des conditions, c'est souvent des prestations il y a des conditions de ressources, évidemment. Donc c'est pour ça, il y a les familles ont plusieurs portes d'entrée, j'ai envie de dire, pour savoir leurs droits. Donc c'est contacter le centre de téléphonie. Dans 80% des cas, le centre de téléphonie pourra répondre à leurs demandes. Autrement, elles orientera vers le service compétent. Il y a également, comme je disais tout à l'heure, le site lesdroitssociaux.gouv.fr. Il y a également le site monenfant.fr, qui est très très bien fait. Il peut par exemple permettre aux parents de trouver des structures pour les gardes des enfants. Et il y a également les rendez-vous prestations. Voilà. Vous l'avez mis ça, c'est un tour d'horizon des droits. Voilà, tout à fait. Très bien, merci beaucoup. Et dans le cas d'une séparation, comment est-ce que les personnes peuvent savoir à quoi elles ont droit dans ces cas-là? Comme je le disais tout à l'heure, en fait, chaque changement de situation doit être déclaré auprès de la MSA. Par exemple, en cas de séparation, les revenus donc, du parent qui va quitter le foyer vont être neutralisés. Donc, obligatoirement, ça va engendrer un nouveau calcul des droits dès le mois du départ. D'accord. Et je crois qu'il y a quelque chose de récent par rapport à la RIPA, alors, la RIPA, oui, alimentaire. Tout à fait. Maintenant, la MSA, en fait, elle a joué un rôle d'intermédiation financière. En fait, le principe, toujours dans l'idée de protéger l'enfant, elle va, on va dire, c'est un rôle d'intermédiation financière, c'est-à-dire que le parent qui paye la pension va d'abord le reverser à la RIPA, qui va ensuite le reverser au parent qui perçoit la pension. Faciliter justement le versement de la pension alimentaire aux parents qui a la garde de l'enfant. Maintenant, c'est systématique. D'accord, très bien. Dans le cas d'une séparation, il y a effectivement ce rendez-vous prestation qui est très important pour signaler tout changement, mais qui permet aussi, je crois que ça c'est important de le préciser, de faire vraiment un tour d'horizon de l'ouverture de droits, de l'ensemble des droits, et qui ne sont pas forcément connus des parents. Ça c'est la première chose. Et puis sur le deuxième volet, qui me paraît important, c'est la possibilité d'être accompagné et d'être réellement soutenu, ça veut dire entendu, ça veut dire être informé et même orienté par un travailleur social par rapport à différentes démarches en fait. Ça peut être effectivement chercher une structure pour un mode de garde, ça peut être effectivement avoir connaissance de la RIPA et de savoir comment on fait si on ne perçoit pas la totalité de la pension alimentaire ou qu'une partie ou de manière irrégulière, etc. Mais là, effectivement, le travailleur social, il peut être là aussi pour vraiment accompagner. Donc, c'est un double accompagnement. Il y a l'accompagnement économique, le volet économique est la première partie, et puis un volet plus social, plus accompagnement personnalisé et individualisé. D'ailleurs, sur le site de la MSA, il y a ce qui s'appelle le parcours séparation. On a toutes les différentes étapes de la séparation. Qui a été mis en place, il me semble, dans les années 2020. Très bien. Donc, nos collègues vont vous le mettre dans le fil de conversation, bien entendu, pour que vous puissiez retrouver la bonne page sur les sites internet. Et peut-être une dernière question, Laurent, par rapport à la famille recomposée. Souvent, la question du logement va se poser. Soit il est devenu trop grand, soit il va être trop petit. Donc, comment est-ce que la MSA peut apporter une aide dans ces cas-là? En fait, il y a trois types d'aides au logement. Donc, l'allocation personnalisée au logement, l'allocation l'ALS et l'ALF, en fait, l'allocation logement social, l'allocation logement familial. En fait, il y a trois types d'aides. Et en fait, c'est comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est en fonction des ressources. En fait, ça va être en fonction de la constitution du foyer et de ses ressources que ces aides vont être calculées, en fait. D'accord. Et donc, les simulations, peuvent être faites en ligne, c'est ça? Oui, tout à fait. En sachant, par exemple, que dans le cadre de l'APL, ça sera pour un logement conventionné uniquement. D'accord. L'allocation logement familial, il faut qu'il y ait des enfants dans le foyer. D'accord.
On évoquait les changements de situation. Est-ce que ça a une incidence, par exemple, quand une personne est salariée et qu'elle perd son emploi, qu'elle tombe au chômage, qu'elle touche le chômage parce qu'elle a fait son emploi? Ça va être... En fait, on va procéder à des abattements sur ses revenus au bout de 2 mois. Au bout de 2 mois que la personne sera inscrite à Pôle emploi, par exemple, on va faire un abattement de 30% sur ses ressources. Donc, ces droits vont être recalculés en fonction des changements. Chaque changement, ce que je disais, chaque changement de situation, professionnelle ou familiale, va avoir un impact sur les droits. Donc, il faut bien penser à déclarer vraiment tous ces changements-là, même si ça ne semble pas en lien directement avec le versement des prestations, parce que la personne n'a pas forcément déménagé, mais si, du coup, si elle change d'activité professionnelle ou qu'elle est au chômage, c'est une information dont on a besoin à la MSA ou à la CAF pour que les droits soient justement calculés. Exact. Et aussi quand elle retrouve un emploi. Également, oui. Autrement, ça peut générer des trop perçus. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions. Et je me tourne maintenant vers Muriel, qui est chargée de mission au service action sanitaire et sociale de la MSA, donc des aides et un accompagnement spécifique, tu en parlais tout à l'heure, ce n'est pas que des aides, mais c'est aussi un accompagnement qui peuvent être proposés aux familles qui ont des très faibles revenus. Est-ce que tu peux nous apporter un éclairage sur les aides extralégales de la MSA dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, et à qui est-ce qu'elles s'adressent et comment est-ce qu'on peut en bénéficier? Alors, les aides, on ne dit pas des aides, on dit des prestations extralégales. C'est plus joli. Et, alors, elles sont pas nécessairement, elles s'adressent pas nécessairement à des personnes qui sont à très faible revenu, mais en tout cas, ces prestations extralégales, M. Champarneau a fait le parallèle sur en fait la mise en œuvre de la politique d'action sanitaire et sociale qui est propre à chaque caisse. Et en fait, il y a plusieurs types d'interventions, il y a plusieurs modalités d'intervention de la mise en œuvre de cette politique d'action sanitaire et sociale. Il y a des actions collectives ça peut être, qui se font par les travailleurs sociaux, il y a des interventions sur le territoire, il y a de l'accompagnement individualisé, personnalisé par un travailleur social, très souvent un assistant social. Et il y a également ces prestations extralégales qui, on va dire, sont soumis à plafond de ressources. Je préfère ce terme qu'à très faible revenu, puisque après on a un jargon, on entend parler de coefficient familial, mais c'est un peu plus compliqué. En général, toutes ces prestations extralégales sont soumises à plafond de ressources, sauf 2 prestations, en tout cas chez nous en Savoie, qui sont en faveur des familles qui ont un enfant en situation de handicap pour des séjours, pour partir en vacances, en fait, pour aider cet enfant à partir en vacances. Alors, à partir en vacances, soit en famille, soit dans une structure collective, soit seul aussi. Et puis, il y a une autre aide, mais qui est toujours là, non pas en faveur de l'enfant en situation de handicap, mais plutôt de familles et de parents qui ont besoin d'un répit. Mais peut-être qu'on en parlera. Tout à fait. Je propose de le développer. C'est selon les départements? Oui. Ouais. D'accord. Oui. Restez avec nous, on en reparle tout à l'heure. Donc, je vous propose de passer au temps de réponse aux questions des participants, avec une première qui nous est proposée dans le fil de conversation, qui est: est-il possible de recevoir des aides, logement par exemple, avant que le divorce soit prononcé? Oui, tout à fait, oui. En fait, donc, on rentre dans le cadre justement d'un changement de situation. Même le divorce n'est pas prononcé, même si le divorce n'est pas prononcé, par contre, il restera quand même à la charge, va dire, la personne qui va faire la demande d'aide au logement, de faire, s'il n'y a pas au moins de traces d'action en justice, d'au moins nous faire une attestation sur l'honneur. Moi, pour un attestation que monsieur, par exemple, a quitté le domicile ou madame a quitté le domicile. Et donc, la personne qui quitte le domicile et qui s'installe ailleurs, elle peut avoir le droit à bénéficier. Lui va redevenir lui, par exemple, si c'était pas la locataire principale sur son dossier, lui ou elle, il va lui s'ouvrir des nouveaux droits, s'il peut prétendre à de nouveaux droits dans son nouveau logement. Ou... Également, sa situation va être changer également. Le soutien financier, il intervient bien avant la décision de jugement de divorce. Donc, c'est la situation réelle qui est en fait prise en compte par la CAF ou la MSA. Tout à fait. Merci beaucoup. Une question qui a été posée à l'avance, en amont lors de l'inscription par un ou une participante, c'est: mon premier enfant va naître en novembre.
le père a-t-il de nouveaux droits cette année autres que le congé de 3 jours? Oui, de mémoire, ces 3 jours, c'est depuis très très longtemps que ça n'existe plus. Maintenant, c'est 25. 25. Je dirais 25 jours. De mémoire. Oui, 25 jours. J'ai connu cette époque-là, mais maintenant il y en a plus. C'est une bonne nouvelle pour le papa. Ah, c'est super. Voilà, c'était important de pouvoir la partager cette question ce soir. Moi, j'ai peut-être un. Et donc, il aura droit à ces 25 jours de congé paternité. Après, si je dis pas de bêtises, c'est pas 25 jours d'affilée. Il y a une période d'abord pour prendre le nombre de jours, mais ça, il faudra vérifier. Les assurés peuvent aller sur le site de la MSA ou contacter le centre de téléphonie justement pour leur apporter une réponse. C'est trop beau, 25 jours. Oui, c'est pas 25 jours. C'est 25 jours au total, mais c'est fractionné. Non, c'est pas 25 jours d'affilée. Très bien. Et également, je regarde s'il y a d'autres questions en direct. A priori, il n'y en a pas. On va prendre une dernière question, peut-être qui a été posée à l'avance, qui est là plutôt autour du rattachement à la carte vitale. Je suis salariée assimilée agricole. Mon mari est au régime général. Comment cela se passe pour les cartes vitales de mes enfants? Quel rattachement? Mon fils atteint 18 ans. Il est étudiant. Est-ce qu'il va garder une carte vitale MSA? Je ne sais pas qui je dois regarder. Entre Muriel et Laurent. En fait, ça va dépendre. Est-ce que dans ce cas de figure, l'enfant reste au foyer ou pas? C'est ça qui va déterminer le rattachement. Voilà, qui va déterminer. D'accord. Et puis, en général... Mais il va rester normalement, rattaché, par exemple, si c'est un de ses parents qui est au régime agricole et qu'il est sous ce parent-là, il va rester au régime agricole. D'accord. Et donc, s'il était rattaché aux parents qui étaient au régime général, même topo. Si par exemple demain cet enfant travaille après dans une entreprise sous le régime général, il passera donc au régime général. D'accord. Donc même s'il a 18 ans, en fait, la carte vitale, elle suit le régime. Reste, voilà, tout à fait. Donc il est étudiant, c'est ça? Il est étudiant, oui. Oui, il reste sous le régime de ses parents, sous lequel il est rattaché. Très bien. Tu m'as rajouté quelque chose, Marielle? Non, je pensais à la convertibilité de la carte vitale. C'est toujours d'actualité. Il faut avoir une carte vitale MSA, elle peut devenir régime général et on peut avoir une carte vitale régime général qui devient MSA par magie, c'est-à-dire juste par mise à jour. Oui. Quand on a notifié ses droits. C'est bien de le préciser. Pas. Oui. Et c'est bien de faire très régulièrement une mise à jour de ces cartes vitales. Tout à fait. Partout où c'est disponible, les pharmacies, les points d'accueil de la caisse primaire ou de la MSA. Très bien, merci beaucoup. Et pour ce premier niveau d'information qui permet de se rendre compte qu'une large palette d'aides et de prestations, légales ou extra-légales, existe. Et nous n'avons bien sûr pas le temps de rentrer dans le détail Je rajoute une petite prestation parce qu'on parlait beaucoup d'étudiants, donc ça a l'air important. Il y a une prestation en Savoie, en tout cas à la MSA. À Petit Nord, du coup? Oui, à Petit Nord. Donc Isère Savoie et Haute-Savoie. Qui est soumis à plafond de ressources suivant les revenus des parents. Mais en tout cas, il y a une prestation comme une bourse, en fait, de 500 € par an. Voilà. D'accord, pour la poursuite des études. Pour la poursuite des études supérieures. Merci beaucoup pour cette précision. Et en tous les cas, on vous invite à vous renseigner effectivement auprès soit de votre MSA ou de votre CAF pour avoir des précisions qui soient vraiment en lien direct avec votre situation personnelle. Pour cette dernière partie du webinaire, je vous propose d'échanger plus largement sur l'équilibre qui est à trouver ou à retrouver lorsque la structure familiale évolue. Donc, ça peut être l'arrivée d'un enfant, la famille recomposée, être parent ou d'un enfant porteur d'un handicap, ou encore la perte d'un proche. Justement, la perte de son conjoint ou de son enfant, c'est une situation qui, lorsque ça se produit, bouleverse totalement une famille. Quelle aide peut être apportée aux enfants et aux parents confrontés à ce drame qui peut leur apporter un soutien dans ces moments difficiles? Peut-être dans un premier temps, est-ce que Catherine, vous pouvez nous partager votre expérience sur le sujet? Est-ce que vous avez déjà été confrontée à ce type de... Aux pertes de parents, oui, de décès, par maladie ou suicide. Donc, quand il y a un suicide, généralement, on intervient dans l'école pour déjà parler aussi aux autres enfants de la mort. Et on est disponible. Alors, on fait déjà une intervention en classe
Et après, on se met, parce que bon, souvent je fais l'intervention aussi souvent avec aussi l'infirmière scolaire, où on est souvent deux. Hein. Et comme ça, après, on se met dans une autre salle et on dit, les enfants qui ont besoin de parler, vous pouvez venir nous voir. Et parfois, la perte d'un parent réveille un décès dans la famille du grand-père ou quelque chose. Donc l'enfant a besoin d'en parler. Après, certains enfants qui perdent un des parents, parfois ne s'autorisent pas forcément à être très tristes parce que le parent est déjà très accablé, donc certains ne veulent pas en rajouter, donc ils font comme si, entre guillemets, tout allait bien. Hein, alors que bon, ça va pas bien. Et parfois, c'est plus tard, s'ils ont un animal, l'animal meurt, et là, l'enfant s'effondre. Parce que il n'avait pas, entre guillemets, pas pu s'effondrer au moment de la perte du parent, parce que son parent restant était trop accablé, hein, et bien, hop, c'est à ce moment-là. Et donc là, il faut aussi, à ce moment-là, aller au CNP enfant, etc., hein, pour que l'enfant puisse parler. Et, Très bien, merci beaucoup. Et pour un enfant, justement, la séparation de ses parents peut être difficile. Hein, évidemment, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Donc, cela peut être le cas lorsqu'il s'agit aussi de familles recomposées. Voilà, séparation derrière. Parfois, il y a des recompositions de famille. Donc, Eric, Catherine, quelles sont les raisons pour lesquelles les familles font généralement appel à un médiateur familial ou à la psychologue de l'éducation nationale ? Alors parfois, quand il y a des fois des recompositions, certains enfants viennent me voir directement. Hein, et là, je n'ai pas forcément besoin de l'autorisation du parent si l'enfant vient directement. Je serai obligée après d'informer le parent quand même. Hein. Mais souvent, c'est le partage des chambres. Ils ne s'entendent pas forcément avec l'enfant de l'autre conjoint. Hein, et ça peut créer des tensions. Et également, quand il y a recomposition d'une famille et que le couple a un nouvel enfant, et que le premier enfant du couple est en résidence alternée, hein, et souvent, il y en a qui me disent ouais, mais alors maintenant, papa ou maman a un nouvel enfant, moi je ne suis pas là tout le temps, ça se trouve, il aime plus, hein, comme dans certaines situations, d'un air de dire j'ai plus ma place, mon père ne m'aime plus, ou ma mère ne m'aime plus de la même façon. Hein, donc, ça, après, évidemment, j'en rediscute avec les parents et il faut travailler ça. Ça peut être aussi travaillé en thérapie familiale, comment ça va, puisqu'il y a bassin, ça existe. Parfois, d'en parler aussi en famille, ça permet un petit peu de retrouver un équilibre. Hein. Évidemment, ça chamboule. Hein, et puis, c'est vrai que, comme disait Eric, hein, les résidences alternées, encore, moi j'en ai beaucoup, c'est une semaine, donc ça peut poser, mais s'il y a les parents après ne communiquent pas entre eux, hein, ça c'est problématique. Hein. Moi j'ai eu des situations où, oui, alors je lui ai acheté ce vêtement-là, il ne le met que chez moi. Donc là, on marche sur la tête, quoi. Enfin, l'enfant, limite, il faut qu'il aille tout nu d'un endroit à un autre parce que c'est tel parent qui a acheté les habits. Donc là je dis aux parents, il faut quand même faire attention. Hein, on est dans l'intérêt de l'enfant, quoi. Hein, c'est des choses qui arrivent. Hein, alors moi, je travaille aussi parfois aussi sur le cercle des émotions. Hein, donc, je demande aux enfants les 5 émotions qui existent, quelle couleur ils choisissent, et puis je dessine un cercle et je leur dis si tu as beaucoup de joie, tu en mets beaucoup, etc. Et il y a une fois, j'ai eu un enfant, et il m'a mis que de la colère. Hein, et, donc, je lui demande qu'est-ce qui se passe. Et
parce que quand ses parents se rencontraient pour la passation, eh ben, ils s'engueulaient, quoi. Il n'y avait pas d'autre mot. Et donc là, j'ai convoqué les deux parents, je les ai reçus en même temps, et ils ont été surpris. Ils se sont dit, mais mince, on ne se rendait pas compte. On ne se rendait pas compte. Donc voilà, après, il faut... Que l'enfant peut être un peu éponge, en fait, de ce qui se passe entre les parents. Alors que c'était des personnes avec même un niveau culturel important. Mais pris dans leur conflit, ils ne se rendaient pas compte qu'ils se parlaient très très mal quand ils échangent, un venait chercher l'enfant, quoi. Et du coup, là, ça a permis de dire, ah mince, donc là, ils ont modifié leur façon. Hein, et donc ça, c'est important. Justement, par rapport au dialogue entre les parents, je crois que vous avez aussi des situations... En médiation familiale, la problématique des familles recomposées, il y en a une essentielle qui est assez récurrente, c'est lorsque un enfant ne s'entend pas avec sa belle-mère ou son beau-père. Ça ne matche pas. Les gens ne sont pas obligés de s'aimer, en fin de compte, c'est une problématique. Sauf que des fois, ça va très loin, parce que ça va dans les deux sens. Autant l'adulte, nouveau conjoint, ne s'entend pas avec l'enfant, et vice-versa. Au bout d'un moment, ça ne tient pas. Qu'est-ce qui se passe? Si l'enfant, le juge est très embêté avec ces situations, si l'enfant a 12-13 ans, à un moment donné, il dit stop. Et c'est quoi l'enfant qui dit stop? C'est je peux aller chez papa ou je peux aller chez maman. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Eh bien, on ne forcera pas un enfant dans la voiture, on l'emmène d'un point à un point B, ça ne marche pas. Personne ne le fera, ni un policier, ni un gendarme. Donc l'enfant, il se retrouve à rester chez un des parents. L'autre parent va porter plainte pour non-présentation d'enfant. Il va dire que l'enfant est manipulé par la mère ou par le père, dans le sens. On se retrouve dans la situation et ça vrille en juridique, en contentieux, pour un problème de famille recomposée. Et du coup, nous, on reçoit ces problématiques. Le juge nous les envoie d'ailleurs, parce que lui, il ne peut absolument rien faire avec ces situations, sauf qu'il faut qu'il statue à une demande tout de même. Donc, c'est très compliqué. Et nous, on accueille ses parents. Et il nous arrive même en médiation d'accueillir même un beau-père, une belle-mère, les amener à discuter. Voilà. Et des fois, il y a des rivalités féminines, plus que masculines d'ailleurs, féminines, entre l'ex et la nouvelle conjointe. Et ça va faire des problématiques. Oui, mais les enfants sont toujours au milieu. En fin de compte, les enfants sont toujours au milieu des affaires. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est que dans les affects, il ne s'en sort pas, en fait. C'est récurrent, dans tout ça en médiation. Et c'est vrai que certains n'osent pas dire à leurs parents que ça se passe bien, par exemple, chez papa avec la nouvelle compagne. Ils ne peuvent pas le dire, parce que la maman, elle est dans tous ses états. On ne peut pas demander à un enfant de prendre une position d'adulte, en fait, donc, dans un conflit d'adulte. C'est très, très compliqué. Hein. Pour certains enfants, c'est très compliqué. Et puis, ce qui est vraiment aussi difficile, c'est quand le parent dit à l'enfant « tu diras à ta mère ou tu diras à ton père ». Non, l'enfant, ce n'est pas lui qui doit transmettre les messages. Non, ça c'est pas possible. C'est pas le médiateur. Non. C'est affreux pour eux. Donc, pour se transmettre les messages entre adultes, il faut un minimum de communication entre les parents. Parce que l'enfant, moi j'ai des enfants qui sont entre, on parle des maternelles quand même, ils ne parlent pas comme ça, mais des enfants du primaire, quoi. C'est très compliqué pour eux. Hein. Très, très compliqué. Donc voilà, il faut... les parents peuvent ne pas s'entendre, mais il y a un moment donné, c'est l'enfant, quoi, quand même, qui ils doivent essayer de communiquer, ou sinon, après, ils vont voir les médiateurs, quoi, pour essayer de au moins pour l'enfant, quoi, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant, quoi. À un moment donné, c'est ça. Et il y en a... Ils sont tellement pris dans leur conflit. Et certains, ils n'ont pas encore, entre guillemets, comme on pourrait dire, fait le deuil de leur couple conjugal. Hein. Ils sont séparés, mais ils n'ont pas... le couple conjugal, il existe encore. Hein. Et le problème, pour atteindre l'autre, c'est l'enfant, quoi. C'est là-dessus qu'on va appuyer.
Et donc, dans ces cas-là, comme souvent, c'est quand après, dans les écoles, on fait ce qu'on appelle des équipes éducatives. S'il y a un souci avec un enfant au niveau de ses résultats scolaires, donc on fait venir les parents, etc. Et parfois, dans les situations de séparation, il y a un des parents qui dit « Ah, mais chez moi, tout se passe bien. Allez le voir, pas de souci. Oh, il y fait facilement. » Et l'autre parent dit « Bah non, c'est quand même compliqué et tout. » Et voilà. Il y a un des parents, bon, souvent le papa, hein, je suis désolée, mais c'est quand même ça qui dit « Ah mais non, mais moi ça se passe bien. » Il ne veut pas être pris en faute, entre guillemets. Hein. Et il a l'air de dire après, bah oui, c'est sa mère, quoi, ça passe pas, quoi, les voir. Donc, en tous les cas, par rapport aux familles recomposées, l'idée, c'est vraiment d'appeler les adultes donc à être attentifs en tous les cas. Oui, parce que c'est... Après, moi, j'ai eu du coup des mamans qui se sont séparées de leur nouveau compagnon parce que ça ne matchait pas entre les enfants. C'était vraiment le... Donc, elle a préféré partir. Et peut-être on va passer à la question suivante, hein, je vois l'heure qui défile. Dans le cas des parents avec un enfant porteur, tu en parlais un petit peu tout à l'heure, porteur d'un handicap, quelles sont les aides et les soutiens auxquels ils peuvent recourir, tant du point de vue économique qu'en termes de répit, justement? Alors, c'est pas ma spécialité, mais je sais qu'on a une prestation là-dessus qui s'appelle l'aide au répit pour les parents d'enfants en situation de handicap. Et donc, c'est de favoriser en fait le recours des familles à un service de répit à domicile par une participation au financement de cette intervention en fait. Donc, la personne qui intervient est un professionnel, alors qu'en général, le parent qui accompagne son enfant, on le qualifie plutôt pour nous d'aidant. Et là, c'est vraiment, ce n'est pas un aidant familial. Là, pour nous, quand on fait de l'aide au répit, on va s'adresser à un aidant professionnel, et ça, c'est important. Et puis, c'est dans le but de prévenir le risque d'épuisement du parent qui, là, est effectivement aidant et qui est toujours 24 heures sur 24 avec son enfant et qui est très attentif. Alors, ce répit de domicile, ça consiste à remplacer de 3 heures consécutives minimum à plusieurs jours, justement, ce fameux aidant familial, donc le parent. Il s'agit d'un remplacement de cet aidant par un professionnel du handicap au domicile de la personne. Hein. C'est-à-dire qu'on déracine personne, le professionnel va au domicile, voilà. Et c'est porté en MSA Alpes du Nord par une association qui s'appelle Bulder. Tout à fait, qui est également en partenariat avec la Caisse d'allocation familiale de la Savoie et celle de l'Isère, celle de la Haute-Savoie aussi. Donc, les familles qui sont concernées retrouveront ces informations-là sur les sites internet des organismes, donc les CAF et les MSA. Et puis sur le site de l'association Bulder aussi, hein, qui se trouve facilement sur Internet. Donc répit-bulder.fr. Pardon. Merci Samlane. Pardon, on ne va pas laisser. C'est important, très important. Tout à fait. Il faut redire. Répit sans accent, au singulier, Bulder. Je ne sais plus le nom. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Il y a un tiret. Mais tapez sur le moteur de recherche Répit Bulder, vous retrouverez sans souci le nom du. Répit-du-6 Bulder tout attaché.fr. Absolument. Et donc, il y a des Bulder dans plusieurs départements en France. Après, pour accéder à ce répit, en fait, il faut soit percevoir l'allocation d'éducation d'enfants handicapés, l'AEH, oui. L'AEH, ou l'allocation... la JPP, l'allocation journalière de présence parentale. Voilà. Peut-être que tu peux nous en dire plus sur ces prestations, Laurent ? Alors ça... Concernant donc la JPP, ça va permettre à des familles en fait qui sont en activité, d'avoir des jours de présence parentale en fonction du handicap ou de la maladie de leur enfant, qui nécessite autrement des soins constants. C'est un droit, c'est 310 jours, pour une période de 310 jours maximum, c'est 20 jours par mois. Ça peut être renouvelé au bout de 3 ans. C'est une nouvelle pathologie, on peut faire un renouvellement au bout de 3 ans. Donc c'est la JPP. Après, c'est soumis en fonction des barèmes et des ressources.
Et il y a également l'AEH, qui est l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Ça, donc, c'est les droits qui sont versés. L'AEH, ça va être calculé en fonction du degré d'incapacité de l'enfant. Donc, entre 50 et 79% d'incapacité ou plus de 80% d'incapacité. C'est le même principe que pour la H. C'est une décision médicale. Tout à fait, c'est la MDPH. La MDPH, Maison voilà, départementale des personnes handicapées. Et donc, ça passe par la CDAPH, par la commission de cette maison. Et donc, aussi, dans mon travail, je suis amenée à faire des bilans pour des enfants qui ont un handicap. Et pas forcément avec une compensation financière pour les parents, c'est selon le handicap, mais nous, au niveau scolaire, c'est pour après avoir une aide humaine ou du matériel informatique, etc. Alors ça, c'est aussi une des missions des psychologues d'éducation nationale. Très bien, merci beaucoup. Et dans les prestations extralégales, on a aussi ça, les aides pour les ordinateurs, justement, pour les enfants qui sont parce que en 10. Les administrateurs ont fait vraiment le choix de venir soutenir les parents. Oui, parce que aussi les parents peuvent faire une demande comme ça à la MDPH, mais c'est long d'obtenir le matériel informatique. Et souvent, on passe par les prestations extralégales CAF ou MSA, où c'est un peu plus rapide que la MDPH. Et ouais. Merci beaucoup pour ces précisions. Avant de passer aux réponses aux questions, avant de passer aux réponses aux questions qui sont posées par les participants, une dernière question pour vous, Monsieur Champarneau, qui est, nous avons évoqué tout à l'heure les aides existantes pour alléger le budget des jeunes parents. Et qu'en est-il de l'accompagnement qui peut leur être ouvert pour prendre en main, entre guillemets, ce nouveau rôle de parents que certains découvrent pour la première fois et donc peuvent se poser la question de par où je commence et comment je fais. Oui, il y a beaucoup de solutions. Déjà, il y a l'accompagnement dont on fait l'objet ses parents là, pendant toute la période, notamment de grossesse, quand c'est l'arrivée d'un enfant au travers d'une grossesse, mais ça peut être plus surprenant quand on est en demande d'adoption et que l'enfant arrive au foyer avec un déclenchement un peu plus rapide. Tout le monde n'a pas forcément l'occasion de s'y préparer. Alors la MSA accompagne les jeunes parents dans ce rôle-là, selon au moins 2 modalités que vous retrouverez sur nos sites internet, mais les petits ateliers nutritifs. Et donc, c'est des ateliers en ligne, alors encore en mode webinaire, pour les parents d'enfants entre 0 et 2 ans. Et puis, le mémo santé enfant, qui est un aide-mémoire en ligne qui va vous permettre de suivre les événements santé de votre enfant. Et surtout, c'est un sacré pense-bête pour se rappeler les visites médicales obligatoires, les vaccins, les rappels, le suivi de la croissance et plein de conseils adaptés, conseils santé adaptés à l'âge de l'enfant. Donc, le mémo santé enfant. Très bien, merci beaucoup. Moi, je voulais rajouter, alors, il y a beaucoup de suivi pendant la grossesse, mais le après par rapport aux mamans. Parfois, au premier enfant, tout se passe bien. Deuxième enfant, tout se passe bien. Puis, éventuellement, troisième enfant. Et là, on a un coup de... Et il faut faire attention parce que c'est peut-être pas forcément le coup de blues, mais ça peut partir en dépression. Et parfois, des mois suivis après en tant que maman que pendant une grossesse. Et donc... alors, il y a la PMI, il y a la protection maternelle infantile, mais il faut être assez vigilant par rapport à ça. Et puis, parfois, l'arrivée d'un enfant dans le couple, ça chamboule quand même. Et donc, des fois, il faut être vigilant aussi, parce que déjà, il y a des enfants, dès la maternelle, les parents sont déjà séparés, certains sont séparés même juste après la naissance. Enfin, il y a des choses qui sont compliquées aussi à ce niveau-là. Donc les mamans, ne pas hésiter à rencontrer les puéricultrices de la protection maternelle infantile, etc., les médecins aussi, parce que c'est pas toujours facile d'être parent. Pareil, vous parliez de la naissance, l'allaitement, c'est pas non plus tout bien. Ça peut être douloureux ou ça peut ne pas marcher, quoi.
Il ne faut pas non plus se sentir culpabilisé parce que parfois, oui, on se dit, oui, c'est bien d'allaiter, oui, mais des fois, ça ne marche pas, quoi. Donc, surtout qu'il y a eu des époques où ce n'était pas très à la mode. Les choses ont changé. Mais voilà, donc ce n'est pas quelque chose qui est toujours facile. Et puis, il vaut mieux un biberon donné dans le calme que dire au sein et c'est l'enfer. Et vous voyez, donc voilà, il faut aussi bien discuter de ça avec les puéricultrices aussi qui sont dans les PMI, dans la protection maternelle infantile. Hein. Ça, c'est important aussi. Je voulais juste rajouter par rapport au fait d'être parent d'un enfant porteur de handicap, qui a quand même une structure qui existe en Savoie, en Haute-Savoie et aussi en Isère, et je pense que ça s'appelle les pôles ressources handicap. Et c'est quand même assez important puisqu'ils aident les professionnels à monter en compétence sur l'accueil de l'enfant en situation de handicap, donc dans les multi-accueils, etc. Nous aussi, après, si vraiment le parent se rend compte qu'il y a un souci au niveau du neurodéveloppement de l'enfant, il y a le CAMS aussi, hein, c'est j'ai oublié les initiales, hein, le CAMS pour un diagnostic entre guillemets précoce. Mais là, justement, c'est pas nécessairement. D'accord. Ça n'a pas nécessairement un rôle de diagnostic, mais par contre, pour, on va dire, accueillir des enfants à besoins spécifiques. Et voilà, le terme, c'est ça. Et ça permet aussi de répondre, aux besoins des parents sur justement des enfants qui n'ont pas encore le diagnostic de porteur d'un handicap, mais où on ne sait pas vraiment, voilà, au niveau de l'orientation, de l'information, on n'a pas assez, pas encore en tant que parent. Et donc, le pôle ressources handicap, en général, coordonne un peu, en fait, tout ce qui tourne autour, il coordonne tout le partenariat autour de l'enfant en situation de handicap. D'accord. Merci beaucoup à toutes les deux pour ces éclairages. Peut-être on va prendre la question qui est en. Alors, comment on peut peut-être accompagner les jeunes enfants confrontés à des violences conjugales? Ça, c'est. Donc là, on ne sait pas si les parents sont séparés ou pas, ou si qui sont. Alors ça, c'est très compliqué. Là, il y a un moment, il faut vraiment que l'enfant soit vu par un psychologue, quoi. Parce que j'en ai eu. Après, si l'école se rend compte si l'enfant parle de ça à son enseignant ou même à moi, il y a un moment donné, on va faire une information préoccupante. Ça, c'est voilà. Et donc, on donne bien le jour, etc., l'heure. Comment mettre entre guillemets la parole exacte de l'enfant, etc. Et nous, Éducation nationale, on transmet à notre inspecteur de l'Éducation nationale qui transmet ensuite aux services sociaux. Du département. Voilà, ouais. Parce que là, moi, il n'y a pas longtemps, j'en ai fait une. Parce que l'enfant était venu me voir. Voilà. Il y a un moment où on est tous, hein, comme toi, Eric, je pense, s'il y a un moment, c'est révélé, enfin, il y a un moment, c'est notre rôle de professionnel de dire, bon, là, il faut le protéger, quoi. Alors, nous, en médiation familiale, on ne prend pas de situation s'il y a de la violence conjugale. C'est rédhibitoire. On ne fait pas de médiation, on se fait de la violence conjugale. Et si, en cours de médiation, on s'aperçoit qu'il peut nous arriver de faire une IP, et on arrête le processus et on fait une information préoccupante. Voilà. Parce que la violence n'est pas un moyen de communication. Ben, ça, c'est sûr. Et donc pour cette personne qui a posé la question, donc je rappelle, soit les psychologues Éducation nationale et puis aussi les psychologues en CMP. En tous les cas, réagir en tant qu'adulte et en tant que parent, protéger son enfant. Voilà, parce que bon, c'est pas là, c'est vrai, on ne connaît pas la vie de la personne. Mais là, si c'est un parent qui pose cette question, la première personne, c'est le parent. C'est le parent. Protéger l'enfant déjà. Hein. Donc, c'est la première personne. Hein.
Et si c'est une tierce personne, du coup Alors, si c'est une tierce personne, effectivement. on constate. Et Mais là, Alors là, c'est pour les enfants, c'est le 119. C'est le 119. Ouais, Voilà, toute personne un voisin, vous entendez des cris, des choses comme ça, hop, c'est le 119, quoi. Il y a un genre. Merci beaucoup pour ces éclairages. En tout cas, on espère avoir répondu à la question de la personne qui l'a posée. Peut-être une question qui a été posée lors de l'inscription par l'un de nos participants, qui est quelle prise en charge humaine, émotionnelle de la MSA pour accompagner un exploitant à rebondir après une difficulté personnelle, maladie, accident, problème familial, qui peut mettre à mal le pro tant des deux, le pro et le perso sont imbriqués. Là, je me tourne vers Muriel, assez naturellement. Est-ce que tu peux nous apporter un éclairage pour cette personne? Pour un exploitant. Oui, un exploitant, tout à fait. Pour lequel le pro et le perso sont imbriqués. Donc, là, c'est une difficulté. À qui Alors, il peut se tourner tout de suite vers le travailleur social de son secteur MSA, de son secteur MSA, puisque l'ASS, l'Action sanitaire et sociale, accompagne tout particulièrement les exploitants agricoles sur différents volets, sur le volet ce qu'on appelle actif fragilisé, c'est-à-dire finalement ça peut être par rapport à des difficultés professionnelles, ça peut être par rapport à son équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée. Il y avait d'ailleurs je ne sais plus si c'était un avenir en soi le titre, mais il y a aussi des actions collectives qui sont proposées dans ce cadre-là, mais il y a surtout de l'accompagnement individualisé et vraiment les travailleurs sociaux de la MSA sont vraiment missionnés pour répondre. Après, il y a des prises en charge aussi psychologiques qui sont prises dans le cadre du dispositif Réagir des Savoies, mais Réagir Isère aussi. Si un exploitant est vraiment en difficulté, là, je dirais psychologique, il y a une prise en charge qui se fait pareil. Alors, ça peut être auprès d'un. Alors, il y a on a conventionné avec certains psychologues pour même quelquefois que le psychologue se rende sur l'exploitation agricole et que l'exploitant n'ait pas à se déplacer parce qu'on sait pertinemment qu'ils sont déjà tellement surchargés au niveau de leur travail que c'est compliqué d'aller dans une démarche, d'aller vers un psychologue. Donc, on fait venir le psychologue à eux. Pour répondre brièvement. Merci beaucoup. Oui, effectivement, on est obligé de faire des réponses rapides, mais en tous les cas, on espère que ça a pu orienter la personne à qui nous a posé la question. Et donc, la porte d'entrée, quand même, bien le travailleur social de la MSA, dont le travail est ensuite de trouver, de faire le lien, de trouver les mécanismes d'orientation. C'est quand même l'exploitant qui fait déjà la démarche, quand même. Alors, un exploitant qui est en difficulté, il est... En général, on a tout à faire un partenariat dans le cadre du dispositif Réagir, où on est en partenariat avec la Chambre d'agriculture, la Direction départementale des territoires, le département, et il y a aussi la MSA, et du coup, on a maillé un réseau qui repose aussi sur des élus de confiance, c'est-à-dire des exploitants agricoles en général, en activité ou pas, mais qui constituent une écoute par des pairs, en fait, et qui nous relaient une information dans le cadre d'un mal-être ou d'une difficulté rencontrée. Qui ont été formés à l'écoute active pour identifier des situations et faire le relais vers les travailleurs sociaux. Tout comme un réseau de sentinelles est en train d'être constitué là, en matière de prévention du mal-être en agriculture, avec également des professionnels qui sont en contact avec le monde agricole et les exploitants ou les salariés agricoles et qui peuvent activer cette sonnette-là en direction de leurs interlocuteurs de la MSA ou des autres partenaires, bien sûr, pour pouvoir agir. Tout à fait. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations.
Et peut-être une dernière question avant de clôturer ce webinaire, qui est, parce que nous avons eu en fait plusieurs questions sur les aspects pratiques et organisationnels que pose la décision de séparation, donc double résidence, changement d'école, garder ou vendre la maison familiale, et qui peut engendrer parfois de la mésentente entre les parents. Et que peuvent-ils faire pour apaiser et débloquer la situation? Peut-être m'intéresser plus particulièrement à vous. Alors, dans le cadre des séparations? Tout à fait. Alors, dans le cadre des séparations, effectivement, l'espace de médiation, c'est l'idéal pour pouvoir échanger, puisqu'il y a une personne tiers qui va les aider, qui est impartiale et neutre surtout, c'est-à-dire qu'il est très à distance, un passeur de parole qui va aider les humains à discuter sur une problématique précise dans le cadre de la séparation. Souvent, ces parents vont en médiation sur le parking, les conversations durent 8 à 9 secondes, après ça part en vrille, ça ne fonctionne pas. Et donc là, on est des facilitateurs de parole, et du coup, oui, voilà, ils viennent en médiation, on les accueille pour résoudre ces problèmes. D'accord, donc quel que soit le motif, que ce soit organisationnel. Complètement. De toute façon, on répond à la demande des parents. D'accord, très bien. En tout cas, il y a eu plusieurs questions sur ces sujets-là, donc on espère avoir répondu, et en tous les cas, la médiation à faire appel à un tiers pour pouvoir communiquer, justement faciliter cette communication entre les parents. Donc, vous avez dû le constater, nous n'avons pas pu répondre aux questions d'ordre juridique ce soir, même s'il y en a eu certaines qui nous ont été posées en fait en amont de ces webinaires. Et néanmoins, sachez que vous pouvez consulter gratuitement un avocat lors des permanences qui sont organisées par certains organismes. Et donc, on vous invite à consulter le site internet service-public.fr. Et donc, nos collègues vont vous donner le lien dans le fil de conversation, pour que vous puissiez retrouver tous les contacts utiles pour vous permettre d'avoir cet accompagnement, en tout cas ce conseil juridique qui font l'objet de plusieurs questions qui ont été posées lors de l'inscription de plusieurs d'entre vous. Donc un grand merci à tous en tout cas pour ce temps d'échange très riche et complet. Et maintenant, il est temps de clore cette soirée, et j'invite donc les participants à répondre à la note, à la demande, à la note que vous donneriez à ce webinaire, donc qui a dû s'afficher au centre de votre écran, donc c'est très important pour nous. Et je laisse le mot de la fin à Monsieur Champarlon, qui est le directeur, comme vous savez, de la MSA Alpes du Nord. Oui, merci Samlan. Alors, avant tout, je veux remercier les participants à cette table ronde. Donc, vous, Madame Catherine Cerruti, pour votre participation et vos réponses aux questions qui ont été posées, tout comme vous, Monsieur Eric Domergue, Muriel Faure, Laurent Crespe, qui sont mes collègues à la MSA, puis bien sûr vous, Samlan, pour travail de préparation et d'animation. La présidente de la MSA, Françoise Tenas, qui nous a accueillis tout à l'heure. Et puis, les différents partenaires de cette semaine de la parentalité en Savoie, première semaine mise en place à l'initiative de la CAF de la Savoie et de la Fédération des œuvres laïques. Le dernier observatoire de l'adresse sur le non-recours au droit mettait en évidence qu'il y avait 3 facteurs principaux qui faisaient que les personnes n'activaient pas les aides qui pouvaient leur être proposées ou les droits auxquels elles avaient droit. Le manque d'information, la complexité et puis la crainte des conséquences ou du jugement. Alors j'espère que ce soir, en vous présentant toutes les aides et tous les services qui pouvaient vous être proposés dans le cadre de l'évolution de la structure familiale, on a contribué à lever ces obstacles et à vous ouvrir des horizons. Parce que plus que des aides, ce sont surtout des droits auxquels vous pouvez prétendre, des droits financiers, des prestations, mais aussi des droits à un service d'accompagnement, à un service d'orientation. Et qui est protéiforme, qui est délivré par différentes institutions. Et je crois qu'il ne faut vraiment surtout pas hésiter à contacter vos organismes de protection sociale, que ce soit la CAF ou la MSA, pour vous renseigner sur ces droits. Consultez les sites internet msa.fr ou le caf.fr, ou encore, comme vous le rappeliez, Samlan, le site servicepublic.fr pour savoir les services, les aides, les droits auxquels vous pouvez prétendre. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Merci de nous avoir suivis et merci à tous. Merci. Merci. Bonne soirée.